Bienvenue au podcast Terroir, l'immense plaisir d'accueillir de la belle gang, la gang de la boîte à vin LP. Bonjour, et ma chère Candide, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, toi? Très, très bien. Puis on accueille notre super invité, Michael Parent de Millebois. Salut, Michael. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Bien, bien, bien. Je vais commencer même en posant une question rapide, mais bien simple. Tout le monde se porte bien chez vous, Michael? Ouais, ça va super bien, ouais. OK, cool, excellent. LP, je te poserai pas la question, je sais que toi, tu vas super bien. Candide, ça va bien? Très bien, mon cœur. Excellent. Hey, Michael, merci beaucoup d'être là. Michael, Millebois, j'ai besoin de jus de moi quelque chose parce que je veux savoir, en fait, ça fait combien de temps que Millebois existe? Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années à travers les acers en canette. Super de belles découvertes. Le original, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis ça faisait longtemps que je vous regardais aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais je ne sais pas, ça fait depuis combien d'années que tu travailles avec Millebois? En fait, c'est ton entreprise. Oui, c'est moi qui ai fondé, dans le fond, c'est moi qui ai créé les produits puis qui a cofondé, dans le fond, la marque Millebois. C'est un produit qui a été créé à l'érablière Masson, dans le fond, à Compton, sur le chemin Vaillancourt, là, au milieu de nulle part, dans les campagnes de la région de Compton, puis de la vallée de l'Aquaticook. Donc, tu l'as dit, ça fait quelques années, dans le fond, que tu connais les produits, puis c'est ça, c'est notre 4e année qu'on vient de finir. Dans le fond, c'est ça, tu as découvert les produits en canette. Ça a commencé avec les produits en canette. Ça allait de soi parce que c'est des produits qui sont pas trop longs à élaborer. Okay. On voulait commencer avec quelque chose en partant. Tu sais, des fois, faire un produit alcoolisé, ça peut prendre des mois, des années avant de pouvoir sortir une première cuvée. Fait que c'est un peu ça l'idée de faire de quoi de différent en canette. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on parle parce que les acers, on s'entend ouais. là, ce sont des produits d'érable. Encore une fois, LP, je pense que tu es très bien placé aussi pour parler de ça. C'est que les acers, il y a beaucoup encore de gens qui sont très réticents face à tout ce qui est produit de l'érable. Tout le monde pense que c'est des produits qui sont super sucrés, que ça goûte le sirop d'érable, blablabla. Toi, tu t'es donné en fait aussi comme mission, Michael, de faire des produits qui sont complètement différents. Ce n'est pas des produits d'érable sucrés, là. Non, ben j'en fais des produits sucrés parce que c'est quand même bon. Je pense que l'érable a sa place dans les produits sucrés. Je pense qu'on ne peut pas dire je vais juste faire des produits secs. On pourrait, mais je pense que les produits d'érable sucrés dans l'imaginaire collectif, ça va de soi. Puis c'est un ingrédient. Le sirop d'érable, c'est un ingrédient qui est sucré à prime abord. Puis c'est un ingrédient qui est délicieux. Fait, ouais. C'est sûr que faire des versions plus sucrées, ça va de soi dans ma tête. Mais oui, c'est sûr que c'est un premier mythe à abattre avec les boissons d'érable. C'est ça, le sirop d'érable, c'est du sucre, puis du sucre, ça fermente. Puis c'est comme n'importe quelle source de sucre qui fermente. Ça peut donner un produit qui peut être très sec. Puis même, je dirais que c'est même très facile de faire un produit sec avec l'érable, tu sais, comme le mille-pas que tu viens d'ouvrir. Lui, il est pas loin du 0 g de sucre par litre. Oh, quand même! LP, on parle en grammes de sucre, là. Ouais. LP, tu te fais souvent parler de ça, du fait que justement, parce que tu en as en boutique, puis les gens, j'imagine aussi même par les courriels, le chat, etc., il doit y avoir beaucoup de monde qui dit « Ouais, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi d'habitude ta réponse à ce monde-là? » Ça a été un défi, le vin acéricole, vraiment au début, parce que justement, j'en ai souvent parlé avec Mike, avec d'autres acériculteurs, que c'était un défi, en fait, là, justement, de faire la promotion, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épiceries fines, même sur le réseau de la... En fait, sur le réseau de la SAQ, même les épiceries fines, les vins d'érable n'étaient pas super bien représentés. Donc, c'est un défi qu'on a eu. Puis justement, qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens? C'est que ce n'est pas des vins sucrés. C'est tout le temps ça le défi qu'on a, de dire... Souvent, je vais les comparer avec des arômes plus florales, à des Riesling, des vins alsaciens, par exemple. Donc, quelque chose de très, très parfumé, mais pas nécessairement avec un sucre qui est là, mais qui n'est pas dérangeant, qui est agréable, qui est fluide. Donc, vraiment, pour vendre le vin acéricole, souvent, je fais le comparatif avec l'Alsace. Ouais, puis souvent, on dit, essayez-le pour voir, parce que la majorité
les vins qu'on a, nous, surtout en boutique, sont effectivement secs. Puis, en fait, on a les arômes d'érable qui sont là, mais pas le sucre d'érable. C'est ça la différence, c'est que l'érable, on a toute une idée au palais, qu'est-ce que ça goûte, puis il y a toujours le sucre qui reste, mais en étant vinifié à sec, ça apporte vraiment justement d'autres arômes comme le côté floral, agrumé. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant de découvrir avec les vins acéricoles. Au niveau marketing, ça fonctionne quand même bien. C'est sûr que c'est pas évident de bien analyser ça parce que la plupart des producteurs acéricoles, comme Mike, comme Stéphanie, comme Nicolas, il y en a plein qui c'était des petites productions. Ouais. Fait que, on a de la difficulté à voir là, justement jusqu'où ça peut aller. Parce que les produits de Mike, tu le sais, c'est sold out en... C'est rapide. En bas de temps. Il y a quand même des exceptions parce qu'on travaille aussi des produits qui sont déjà vieillis avant d'être embouteillés. Fait que le produit est plus stable. Fait que, mais c'est vrai que c'est ça, quand il y a comme nos produits saisonniers, là, on a commencé des nouvelles gammes de produits. Là, c'est sûr que c'est dur de comparer à ce moment-là dans le temps. Mm-hmm. Ouais. Mais quand même, on le voit, donc on le sent que les clients reviennent pour du vin acéricole parce que vraiment, ça s'en souvient. Je pense qu'on a bien réussi notre mission. C'est un de mes mandats cette année de mettre les vins acéricoles de l'avant-plan. Ça a bien fonctionné. Écoute, c'est rendu que Domaine à Serre livre à la palette chez nous. Aïe aïe. Okay. Wow. Oui, des palettes. Mais aussi, nous, ce qu'on a fait, c'est pour faire découvrir le vin acéricole parce que nous, on a vraiment un crush sur les vins acéricoles. On en met dans nos caisses thématiques. Comme là, dans la caisse de Noël, il y avait un vin acéricole qui était là. Pour faire découvrir ça, parce que les caisses de Noël, c'est des caisses découvertes, justement. Puis là, les gens, à chaque fois, ils goûtent une fois, puis ils reviennent pour en acheter d'autres bouteilles. J'en ai mis dans quasiment toutes les caisses cette année. Justement, c'était ça l'idée. C'était de faire découvrir les vins acéricoles. Puis je pense que les gens qui recevaient des caisses découvertes, s'ils ne regardaient pas très bien la bouteille, ils ne se rendraient même pas compte que c'est un vin acéricole. Parce que... Là, généralement, il est versé dans le verre, puis là, ils font comme ah, mon Dieu, hein, là, ils vont regarder. Tant qu'on y goûte, là, il se passe de quoi. Non, c'est ça, exactement. Là, moi, je me suis servi justement, c'est le 1000 pas. Est-ce que tout le monde est rendu là, ouais? Oui, très belle étiquette encore. C'est vraiment cool. C'est ça, c'est félicitations à ma conjointe fantastique. Ils sont tellement belles. Vraiment. Les étiquettes sont... Puis tu vois, je me le suis servi. Puis tu sais, Candide, tu disais justement, tout le monde connaît ce que ça sent, etc. Puis littéralement, là, c'est ça. On a l'impression que c'est vraiment hyper érable. Puis moi, juste en me fiant au premier nez, je me dis, OK, ça va être super sucré. J'ai pas encore goûté. Fait que il y a une perception de sucre, ouais. Exact, c'est ça. C'est quelque chose qui est... Ça peut être choquant pour certaines personnes, justement. Tu sais, j'ai participé à des marchés publics. Les gens, puis souvent, ce que je dis, c'est t'as pas le choix, il faut que tu y goûtes là, pour savoir c'est quoi. T'as bien beau dire des mots, expliquer. Parce que même moi, quand j'ai créé les produits, je me demandais qu'est-ce que ça pour te donner. Puis j'avais déjà fait des tests avant, mais à un moment donné, comme des trucs en canette à 4,8% d'alcool. C'est surprenant la première fois, puis ça peut être choquant pour quelqu'un qui s'attend à trouver du sucre. Oui. Puis, à l'inverse, ça peut être agréablement surprenant pour quelqu'un, justement, qui n'aime pas les trucs sucrés, qui goûte à ça, qui fait comme « wow! » Ben, tu vois, moi, je vais te dire, moi, sincèrement, j'ai une dent là, turbo sucrée, là, puis je m'assume pleinement, mais oui, ça, je le sais. j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est érable, même quand c'est sec. J'aime en fait ce qui est fait, j'aime l'arôme d'érable. Comment? Parce que ça te rappelle le sucre. Ça me rappelle le gros... Ça te rappelle des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Mais écoute, sérieusement, ça sent vraiment super bon. Ça sent l'érable, mais ça sent l'érable, on dirait comme l'eau d'érable un peu plus que le sirop d'érable, si j'ose. Exact. Puis moi, j'ai la clémentine à fond. Je sais pas pour vous autres. Là. Oh, ouais, la clémentine, j'ai pas senti ça. Moi c'est sûr qu'après ma barge, il est vieilli en barrique de chêne américain. Fait que, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans par rapport à la barrique. C'est quelque chose que je connais profondément, là, parce que je travaille avec des barriques quotidiennement. Puis, fait que ça, c'est une des premières choses que je sens. Il y a un côté lacté, je dirais même les poires. Toi, tu dis clémentine, ça. Ben, je comprends la clémentine, en fait, justement, la portion de la clémentine. Moi, j'ai comme le côté marmelade, en fait. Ouais. Le côté un peu... la clémentine la barrique qui fait ça. confit, l'orange confite. Exact, là. c'est ça. C'est comme... C'est un peu... J'ai dit clémentine, mais plus marmelade, en fait. Ouais. Mais le terme vraiment à retenir, que ça a sorti, quand on l'a sorti, tout le monde l'a sorti, c'est un peu l'eau d'érable.
c'est un peu comme ça, en fait, qu'on réussit à vendre du vin d'érable en bout de ligne. Parce qu'on parle, en fait, des arômes, toujours, c'est l'eau d'érable, c'est qu'est-ce qu'on sent, en fait, là, vraiment, la cabane à sucre, cette odeur-là, en fait, de quand tu te promènes dans les bois, autant des sucres. Un des produits que je fais, qui, justement, que je détecte cet arôme, qui me rappelle ce souvenir d'eau d'érable-là, c'est le millebois mousseux. On ne pas aujourd'hui, là, mais moi, le millebois mousseux, à toutes les fois que je goûte à ce produit-là, c'est même un souvenir d'enfance. Je me vois marcher dans l'érablière, dans la neige, avec la neige qui fond, la vapeur qui sort de la cabane à sucre. C'est ce souvenir-là qui me vient, puis c'est capoté parce que je ne buvais pas de mousseux d'érable quand j'avais 7 ans. Tu comprends? Mais c'est ce goût-là, c'est cette odeur. Il y a quelque chose, il y a une fraîcheur, il y a un arôme d'érable, de réduit ou d'eau d'érable, justement, en tout cas. Mais là, Michael, on est dans un vin acéricole. Explique-moi le processus d'un vin acéricole, exactement ce que toi tu fais pour arriver à un produit comme ça. Parce que là, on s'entend, là, on est sur un produit qui est quand même dans le jaune pâle. Pas des fruits. Comment tu dis? Et c'est pas des fruits, justement, c'est ça, c'est mystérieux un peu, là, justement. C'est ça. Tu nous expliques la méthode? Ouais. En fait, nous, on part toujours du sirop d'érable. Dans le temps des sucres, on fait des baillis de sirop, puis au cours de la saison, moi, je goûte à toutes les baillis. On a des échantillons pour chaque bailli. Ça fait beaucoup de baillis, ça fait beaucoup de feeling d'estomac, là, pour en avoir une trentaine. Mais j'ai vraiment... Je check la couleur, je check le goût, je check la densité. Mais là, je choisis des baillis en fonction des produits que je veux faire. Mais tu recraches pas. Ouais, je devrais, hein. C'est vrai, le pire, je suis pas capable, j'ai jamais été capable. Des fois, je rencontre des sommeliers, ils recrachent dans le seau. Je suis comme, comment ils font? Je suis pas capable de faire ça. Alors, c'est si bon, c'est si bon. C'est contre-intuitif, tu sais. C'est comme, c'est bon, tu sais. C'est bon, là, tu sais. En tout cas, anyway. Fait que c'est ça, je goûte au sirop, puis je choisis des sirops. Puis après ça, nous, c'est un mélange de sirop d'érable avec de l'eau de source qui vient de notre puits à cabane à sucre. Okay. De l'eau qu'on traite aussi de différentes façons là, pour avoir vraiment une qualité minérale qu'on veut pour mélanger avec le sirop. Il y en a qui travaillent à partir de l'eau, du réduit, tout ça, mais nous, pendant les sucres, on n'a pas le temps de faire ça, là, travailler avec l'eau, tout ça, il n'y a pas assez d'espace, puis on n'est pas capable de gérer les paramètres comme la température, comme on voudrait, puis l'espace pour travailler comme ça. Puis en plus, on est limité, dans le temps. L'eau d'érable, c'est là, le réduit, c'est là. Le sirop d'érable, ben, tu stockes tes baillis, tu choisis tes baillis. Après ça, tu peux faire plein de batchs. Fait que on mélange l'eau avec le sirop à la fin de la saison des sucres. On fait un gros ménage, puis on part à la production. Puis là, ben, chaque produit va avoir un peu ses spécificités, mais en général, c'est un mélange d'eau de source, de sirop d'érable. On corrige l'acidité avec des acides organiques là, qu'on trouve dans le vin ou dans le cidre. Okay. Pour justement avoir une acidité intéressante, parce que s'il n'y avait pas d'acidité, ça serait vraiment plat comme produit. Puis là, ben, dépendamment de la quantité de sirop qu'on utilise, ben, on va avoir un taux de sucre variable avec un alcool variable. Puis là, après ça, ben là, si on veut faire un produit comme ça, ben lui, c'est un produit qui est plat, qui n'est pas pétillant. Ouais. On le fait vieillir en cuve, puis quand il est suffisamment vieilli, ben on va le mettre en fût de chêne. On va le laisser vieillir, comme dans ce cas-là, le mille-pas qu'on est en train de boire, dans le fond, il est écrit sur l'étiquette Solera évolutive. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas inventé, mais j'ai ajouté évolutive à Solera. Une Solera, c'est comme une réserve perpétuelle de vin qu'on fait vieillir dans des fûts de chêne en général. En fond, c'est un mélange de vieux produits avec la batch suivante qui est mélangée l'année d'après avec ce mélange-là qui est une partie qu'on embouteille, qu'on mélange avec l'autre batch d'après, qu'on embouteille une partie l'année d'après, Fait que là, c'est tout le temps un mélange de l'année précédente avec l'année précédente. Même là, principe. C'est la première cuvée. Même principe que les Portos, en fait, un Porto oui, qui va exactement. avoir 10 ans le Porto, ou 20 ans. le Xérès, les vins oxydatifs, là, il y en a plusieurs. C'est pas très connu, là, mais c'est ça, le but, justement, j'ai dit vin oxydatif. Le but avoué, c'est éventuellement de faire évoluer les saveurs de ce produit-là de cuvée en cuvée pour arriver à un produit, justement, qui va rappeler certains vins oxydatifs comme le vin jaune du Jura, des trucs comme ça. Ouais. Et vraiment chercher des goûts de noix assez prononcés. Parce que moi, je suis convaincu, parce que j'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs. Tu sais, des fois, tu ne mets pas de sulfite dans un test, puis là, ça se met à goûter les noix. Puis là, je disais, il faut que je fasse de quoi avec ça, j'ai pas le choix. Fait que là, je suis rendu avec une flotte de barriques assez intéressante pour commencer à expérimenter avec ça et à créer des nouveaux produits. Fait que vous allez voir, d'année en année, le produit ne goûtera pas la même chose. Pas le produit dans cette bouteille-là, mais la prochaine cuvée qu'on va embouteiller, elle va passer dans d'autres barriques différentes. Elle va être probablement assemblée avec un produit plus vieux. Fait que vous allez voir, je vais vraiment m'amuser à assembler différentes
portion de cuvée pour faire un goût particulier. Quel un vrai. La cuvée originale, c'est une barrique que j'ai embouteillée, point. C'est Mike, le chimiste, hein? C'est souvent ça qu'on dit. Je suis parti, hein? Toujours des tests comme ça pour justement un petit peu trouver la perfection, trouver qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui sort. Moi, je suis encore stické à ton étiquette. C'est beau. Ouais, c'est beau. Mais c'est la première année que tu le sors. Comment? C'est la première année que tu le sors, le mille. Oui, c'est la première cuvée. Ouais. Okay. La cuvée, vous allez voir, c'est la cuvée 0001. L'an dernier, c'était le mille... le mille bois. Le mille bois... Le mille bois blanc. Le mille bois blanc. Voilà, le mille bois blanc, il existe depuis 2017. On voit l'évolution dans ton travail, c'est ça qui est nice. Oui, c'est ça, parce que moi, j'y vais avec les saisons. D'année en année, c'est ça, comme je dis, on accumule des barriques, on a d'autres idées, on développe les produits, on a comme une gamme régulière, puis là, on rajoute des cordes à notre arc pour... Parce que moi, je peux pas être statique. Puis le pire, c'est que j'avais cette idée-là quand j'ai parti Millebois. Je dis là, Michael, calme-toi, là, on sort déjà 5 produits là, en 1 an et demi. Là. Fait que les nouveautés, tu sais, puis là, ça n'a pas été long que même pas 1 an après, j'ai fait ouais, il faudrait que je fasse des nouvelles affaires. Il me semble j'ai le goût de faire telle affaire, essayer telle affaire. J'ai fait fuck off, on va le faire. On le fait. Là, j'y vais peut-être. On le fait. On se danse, OK, on fait des affaires cool, OK, on y va, ouais. Ben écoute, moi, tu vois, je vais te donner mes notes de dégustation. Après ça, j'aimerais ça. Nous autres, vous êtes encore plus calés que moi là-dessus. Moi, je l'ai vraiment comme... Justement, tu te parlais des vins du Jura, puis en fait, la première impression en bouche, c'est un peu quelque chose qui ressemble à ça, où est-ce que justement l'expression du côté sucré, non pas le sucre, mais le côté sucré du produit s'exprime. Mais après ça, évidemment, on est dans un produit qui est très sec. Il y a pas, ça ne goûte pas. Le vin du Jura, les premières fois que j'ai goûté à ça, c'est trompeur. Tu sens ça, tu disais, c'est riche comme odeur. Puis là, tu prends une gorgée de ça, c'est ultra sec. Là, tu fais comme, wow. Exact. Puis, c'est pas, mais c'est pas quelque chose qui est hyper long en bouche non plus, non, de ce que moi je ressens. Mais c'est quelque chose. Puis tu vois, tu me disais, je t'ai demandé, quelle température, j'ai regardé au niveau de l'étiquette, puis tout ça. Ben, moi, je le prendrais peut-être un petit peu plus froid. Perso, là. Moi, je le prendrais peut-être une petite coche plus froid. Puis justement... mais tu le prends combien? Il sort d'où? Il ne faut pas oublier non plus qu'il se réchauffe dans le verre aussitôt qu'on le Oui, absolument. Ben, tu sais, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est entre 8 et 10 ou même 10 et 12, celui-là. 10 et 12. Entre 10 et 12. Qui est marqué sur la bouteille? Ouais. Entre 10 et 12 degrés. Mais moi, personnellement, j'irais là, à même 6-8 degrés sans aucun problème. Puis je vais dire à ma blonde de changer d'étiquette. Non, fie-toi pas rien qu'à moi. Pas juste moi. Non, mais c'est le fun. Moi, je suis allé juste avec mon thermomètre dans le verre. Puis même qu'il est comme meilleur maintenant. Je le trouvais frais un petit peu à 8. Tantôt, directement, quand on l'a sorti du cellier, là, c'est ça, je trouve que la chaleur vient, mais c'est frais. C'est subjectif. Oui, absolument. Je pense que... Mais c'est très bon. Ah oui, c'est très bon. Vraiment, là. C'est pas évident parce qu'en plus, c'est un produit, il n'y a pas beaucoup de matière dedans, il n'y a pas beaucoup de sucre. Fait que moi, c'est sûr que je l'ai goûté plus froid, tout ça, puis je trouvais qu'il y avait plus de corps quand il réchauffait parce que très froid, on dirait qu'on goûtait beaucoup l'alcool. Okay. Les tanins du bois étaient très présents, ça cassait un peu l'harmonie, disons. Puis là, en réchauffant, on dirait que toutes les saveurs, il y a un côté lacté aussi qui se développe avec l'alcool, le boisé qui apparaît, les petites notes fruitées qui s'expriment mieux, en tout cas. C'était Stéphanie Vigé qui nous disait ça, que genre, tu sais, à la limite, tu peux mettre une petite glace dedans pour avoir les arômes. Elle nous avait donné un verre, en fait, vraiment comme un beau verre ballon en bois. Elle nous a conseillé, tu sais, ton produit, si, mettons, on trouvait, genre, justement, qu'on l'aimait plus froid, c'était possible de mettre une petite glace dedans. Moi, je suis. Un petit peu plus comme un. C'est vraiment surprenant de ta part parce que moi, je suis contre cette idée-là. Michael, c'est un peu risque. Non, mais je dirais. Ben, en fait, il y a les pierres de lithologie, les pierres. Oui. Ça, je pense, si on veut refroidir ou maintenir, mais moi, c'est parce que je suis un peu contre l'idée de diluer un vin acéricole. Tu sais, on va pas diluer n'importe quel vin, ou on va pas mettre de la glace dans du cidre ou de la bière ou ça, dans le fond, mais je suis pas contre l'idée. Moi, je me fais des cocktails de la glace. J'ai des racks de glace dans mon congèle à l'infini. Là, j'en utilise de la glace même. Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça parce que ça dénature le produit.
c'est un produit de dégustation, ça le dénature. Mais c'est un peu pour ça pour que... maintenir la température, mettre des pierres. Des pierres. C'est un peu Si inusité. on aime ça plus près, peut être intéressant. Puis après ça, les vins acéricoles aussi, ça prête peut-être bien au cocktail là, pour apporter un côté. Oui, ben j'utilise mes produits. Je les utilise déjà pour faire certaines recettes. En fait, sur mon site web, j'ai plein d'idées de recettes de cocktails. Vraiment. Puis moi, j'ai été le visiter. Je trouve ça fantastique. C'est certaines affaires que je me promets d'essayer parce que ça a l'air vachement cool. Ça, avec ce produit-là, est-ce que tu ferais un cocktail avec le mille-pas? Oui, je n'étais pas rendu encore. Ah! Je n'étais pas rendu. Ben oui, c'est sûr. Moi, tu sais, souvent, de la façon que je construis les cocktails, ben, je me dis, ben, ce goût-là, ce produit-là, il ressemble à quoi? Tu sais, justement, on parlait de vin du Jura, les trucs, justement, boisés. Tu sais, moi, je m'inspirais peut-être de ce qui se fait avec le Xérès pour essayer de l'incorporer dans une recette, peut-être avec du café, avec peut-être du bourbon, des whisky, des trucs, justement, un peu plus riches, tu sais, des notes de miel, des notes peut-être de fruits, de noyaux, de trucs comme ça, oxydatifs, là. Puis, il y a le café qui me vient, mais oui, je ne l'ai pas créé encore avec ce produit-là, mais c'est sûr que si je me donne un peu de temps, je pourrais faire de quoi. Je suis convaincu. De toute façon, je suis convaincu que ça va paraître sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, partout. Sûrement. Tu fais un excellent travail là-dessus. Oui, vraiment. Ta blonde, là, vraiment. Je sais que ta blonde participe un peu là, à ça, là, justement, le côté visuel de Millebois. C'est très, très, très bien fait. On a envie de suivre tes réseaux sociaux, ton Instagram, ton Facebook. C'est Caroline Mongeau, son nom. Ah, Caroline. Je l'ai engagée, j'ai plus de mais pas trop, parce qu'on a besoin d'un break des fois. Là, ouais. Michael, je suis rendu dans le bois. Ouais. Hey, là, moi, je veux dire que je trouve ça cool. Les noms que tu donnes à tes produits, ça sort de où exactement? Parce que là, on a le mille-pas. C'est comme un duo, là, c'est très particulier. Là, j'ai comme pogné de quoi, là, tu sais, quand je me demandais comment les appeler, puis je disais, OK, c'est mes deux produits, je vais les sortir en même temps. Ils ont vieilli en barrique, puis là, tu sais, j'avais des idées, puis là, j'ai fait, ça serait donc bien malade si on pouvait trouver un nom qu'on peut juste couper en deux. Ah. Un, il y a une partie, puis l'autre, il y a l'autre partie, puis l'étiquette, dans le fond, c'est pratiquement la même. Vous avez remarqué, c'est juste qu'il y a des éléments qui se complètent. Puis dans le fond, là, c'est ça qui m'est venu, mille-pas. Tu sais, mille-pas, ça qui rime avec mille-bois, tout ça. Fait que, mille-bois, c'est mille quelque chose. C'est mille, toutes ces mille entailles, c'est justement, mille-pas dans la forêt, mille feuilles, fait que mille-pas dans le bois. Fait que là, c'est ça, là, l'idée de faire une trail avec des très, très cool. Des traces de pas d'animaux, puis là, tu trouves une plume, tu trouves un bois de serre, etc. Un lézard? Oui. Ouais, une salamandre. On en a dans notre érablière, les petites salamandres comme ça. C'est tous des trucs qu'on peut trouver dans notre érablière qui sont présentés. C'est donc bien le fun. Mais là, on n'est pas à la même place, parce que relativement dans le même processus. Oui, c'est ça. On est un peu dans le même processus de vieillissement. OK. Dans le bois, ça reste quand même une Solera, mais la Solera est conservée en cuve. Dans le fond, pas en baril. On la garde en cuve, on la construit en cuve. Puis après ça, on prend une partie de cette Solera-là, puis on la fait vieillir 18 mois dans un fût de Bourbon. Lui, la formule est pas mal cannée, si on veut. Là, ça se peut qu'il y ait des petites variantes d'une année à l'autre. Le fût de Bourbon, des fois, est un peu différent. Puis la Solera, il peut y avoir une année que j'ai mis un petit peu plus de sirop foncé. Puis en tout cas. Mais ça risque d'être un produit assez égal, comparativement au mille-pas, que lui, justement, je veux vraiment le pousser vers des notes oxydatives, puis vraiment faire exprès pour le pousser dans cette direction. Il risque de jouer un peu plus dans d'autres choses que celui-là. Oui, c'est ça. Lui, il risque de pas mal tout le temps goûter la même chose. Là. Ça, sous toute réserve, c'est la première cuvée. Okay. Mais le procédé est quand même assez, il est assez stable. Il n'y a pas vraiment de gros changements d'une année à l'autre. Mais là, on se retrouve avec un nez beaucoup plus, moi je trouve, en tout cas. Ouais, beaucoup plus ample, beaucoup plus. C'est un liquoreux. Là. Ouais. Il y a beaucoup de sucre résiduel. Tu vas aimer ça. Ah ouais. Attends, parce que sérieusement, au niveau du nez, j'ai le rappel de l'autre un peu. Là. C'est sûr que le côté, justement, le côté eau d'érable, etc., mais même un petit peu plus poussé. Là. Je sens un peu le côté sirop d'érable. C'est surprenant, tu sais. On a affaire à 2 barriques faites avec du fût de chêne américain. T'sais, là, c'est sûr que le chêne, il a poussé où? Il a poussé en Amérique du Nord, là, obligatoirement, je pense. Là, mais c'est pas les mêmes barriques. La barrique du mille-pas, c'est une grosse barrique de 265 litres.
dans lequel il y a eu du vin rouge fortifié québécois. Mais je l'ai vraiment rincé comme il faut. C'était pas vraiment ça que je voulais faire, aller chercher ce qui restait dans la barrique. Okay. Et on voit que le toastage du bois change de quoi? Parce que moi, je goûte vraiment la barrique de Bourbon là-dedans. Tu sais, c'est des barriques que je suis habitué de travailler avec, mais je vois vraiment une différence. Le boisé est différent. Il n'y a pas le côté... il n'y a pas le tanin, on dirait, de la barrique, de la grosse barrique. C'est vraiment plus un goût pain aux bananes, un peu vanille, chocolat. J'allais dire, moi, j'ai le côté vanille qui est super présent. Ça me parle. Wow, mais ça, oui. Ouais. Mais ça me rappelle, tu sais, moi, j'étais brasseur à l'origine. On faisait vieillir des bières dans des fûts de Bourbon. Ouais. Justement, spécialement un Imperial Stout qu'on faisait, là, tu sais, qui n'a absolument rien à voir avec ça. On va peut-être une espèce de parenté au niveau du degré d'alcool et un peu de sucre résiduel, mais je reconnais ce goût-là. Ça me rappelle cette bière-là. Ouais. Là, c'est pas une bière, là, ça goûte même pas la bière, ça, mais non. le goût du fût de Bourbon est là, puis ça me rappelle ça. Fait. C'est Wow. comme je rappelle distinguer à cause de ça. Quoi? Tu l'as trouvé où? C'est Coteau du Tremblay à Compton. OK. Qui a cessé ses opérations il y a quelques années. Ouais. Fait que j'ai hérité d'un fût de chêne. On y a acheté de l'équipement vinicole, puis il nous a teint un fût de chêne. Fait que qu'est-ce que tu fais avec? Je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, pourquoi pas? Là, c'est là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais? C'est là que je commence, dans le fond, le mille-pas à l'époque qui s'appelait pas mille-pas, qui n'avait pas de nom. Là, c'est là que j'ai... Moi, c'est fou, mais je suis peut-être complètement dans le champ. Mais tu sais, j'ai les deux là, présentement, les deux qu'on déguste, fait que le mille-pas puis le dans le bois. Puis on dirait qu'on est, là, le premier, le mille-pas, il y a des aromes beaucoup plus sucrés au nez que l'autre. Ouais, ben, oui, je viens de faire le... Hey, attends une minute. Là, ça sent full sucré. Là, ouais. Attends, là, ça me... J'avais pas ce nez-là tantôt. C'est ça, il y a des arômes un peu c'est plus fun, ça. bon, tout ça. Puis en bouche, ben là, il y a le sucre résiduel qui est plus présent. Mais son nez, il y a le côté boisé qui ressort. Boisé. Hey, c'est vrai. Bourbon aussi. Bourbon à ça, là, fond, ouais. Là, si vous goûtez le dans le bois, puis vous prenez une gorgée, tu ne mets pas après, ça goûte le bois. Attends, je suis mêlé. Exactement, c'est ça. En le disant, je me suis dit, aïe, aïe, qu'est-ce que je viens de faire là? On mélange? Mais là, c'est parce que ça arrive souvent, ça, tu goûtes à quelque chose, là. Tu goûtes à l'autre, tu reviens en arrière, puis là, ça change complètement, c'est plus la même affaire. Mais tu sais, en règle générale, on va goûter au produit sec avant le produit liquoreux parce que justement, on vient comme un lait plein de sucre à la fin, fait que ça, le produit sec goûte plus sec. Puis, le côté Bourbon, celui-là, là? Ouais. Le côté liquoreux, il est là, mais c'est pas non plus... tu sais, ça chauffe pas. Je veux dire, le côté liquoreux, il est là, mais ça prend pas toute la place non plus. Moi, j'ai vraiment les arômes de cacao. Tu sais, le cacao, tu sais, le feeling d'alcool, un alcool fort que tu as dans la bouche, pas le feeling qui chauffe, mais le feeling que tu le sens, que ça fait frais sur ta bouche, sur ta langue. On a ça, mais sans le pouvoir de gros alcool 40 %. Mais on est à 14 % tu sais. 14 %, le sucre résiduel est quand même assez élevé. L'acidité est modérée, tu sais. Il est très accessible, hein? Ben oui, tout à fait. C'est beau, bon, pas cher. Ben, c'est pas cher. C'est combien? Pour la qualité de produit. Pour la qualité de produit, je trouve ça vraiment pas cher. C'est vraiment, nous autres, on ne prend jamais à boîte à vin depuis le début. Je ne prends jamais de vin de dessert. Des VDN, des vins de glace, ainsi de suite. Des vins doux. Parce que je dis tout le temps que c'est un vin de... Marché de Noël ou de... Salon des métiers d'art. Ouais, c'est un peu plus dur à vendre. Donc, moi, je n'ai pas de clientèle pour vendre des 500 ml à 44$. Mais ça, très accessible, on est vraiment moins cher. On a un beau, genre justement, vin de dessert qui est agréable avec des fromages, avec du foie gras, avec justement où est-ce qu'on met le foie gras. On a quelque chose de vraiment intéressant à un prix qui est vraiment accessible. Ouais. Tout le monde va aimer. Là. Surtout pour la qualité de produit. Ben oui, exactement. Je vais poser la question justement, LP. Le mille-pas, il est à combien la boîte à vin? Maudite bonne question. OK, dans le bois. Je sais pas si tu... Hey, je voulais pas que tu me poses cette question-là, Carl. Hey, on va faire des recherches. On va checker boîteavin.com. Boîteavin.com. Il doit être 34. 34, ça se peut-tu? Écoute, on ne dira pas des chiffres n'importe quoi. On va faire une recherche. Mais vraiment. Tantôt, mon équipe me disait que j'étais bon pour sortir des chiffres. Ouais. Je regarde, je disais,
2,42. Ouais. 7,80. Mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup le mille pas. Je trouve ça super intéressant puis agréable parce que c'est complètement différent. Mais t'as bien raison, Michael. Moi, ça, là, dans le bois, là, wow, ça, c'est mon bag, mais solide, 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 solide. Moi, je suis Vraiment, pas là. un grand buveur de boissons liquoreuses comme ça, là, tel quel, mais c'est vrai que je suis vraiment satisfait du résultat. Là. Mais je Dans le pense... fond, on est habitué aussi, là, après une couple d'années, on est habitué de travailler un peu le sucre résiduel puis l'acidité, puis là, ben, le passage en barrique, ça a juste comme tout soudé ça ensemble. Ben, je pense que la portion où est-ce que tu es arrivé avec un produit à 14% et non pas dans les liquoreux où est-ce qu'on peut se trouver à du 20, 22. Ouais, c'est ça. T'sais? Ben, il y a un côté technique à ça aussi. Hein. Quand tu arrives dans des pourcentages comme ça, il faut que tu rajoutes de l'alcool dans le produit. T'sais. Ouais. Moi, dès le début, je me suis dit, je ne ferai pas ça parce que, ben, premièrement, quand tu fais ça au Québec, ben, après ça, tu as juste le droit de vendre à la SAQ. OK. Fait que, tout l'alcool qui est contenu dans mes produits vient de la fermentation de l'érable. OK. J'aurais pu choisir d'en mettre plus, mais là, justement, tu augmentes ton coût de production parce que ça coûte cher fortifier des produits. Oui. Tu te retrouves à SAQ avec des marges pas super intéressantes. Je ne chiale pas contre la SAQ, j'étais un consommateur. On le vend pas, Mais, lui. je ne peux jamais vendre mes produits à SAQ. C'est pas Oui, on payant. vient de comprendre. Attends. On le vend pas. On le lui. vend pas. Lui était pour qu'on le déguste ce soir. Puis, Ouais, c'est ça. Ah! Il y a juste le 1000 pas. Dans le fond, vous avez le 1000 pas. qu'est-ce que tu, Mike? Là, tu nous as laissé niaiser de même, tu le savais. De quoi ça? On le vendait pas. On ne vendait pas à boîte à vin. Ben là, ben oui, je le savais. Ben là, c'est quoi? Toi, tu le savais pas? Tu le Alors, vendais pas? Il s'en souvenait pas. Non, mais je pensais qu'il voulait savoir pour le 1000 pas, il était combien dans le boîte? Ben, Moi, les il est deux. 22. Ah, lui est 22. 22. Oui, Ça, oui, c'est oui, 22. Hey, c'est super raisonnable. Puis ça, Michael, c'est vendu à quel endroit? On a plusieurs points de vente. Là. On est concentré beaucoup dans les cantons de l'Est, Montréal, Rive-Sud de Montréal. Et ça se détaille à combien? Ah, c'est bon. Hey, tu vois, ça, c'est parce que je suis tellement pas habitué que c'est pas juste, je me souviens même pas. On est bien Je me pour souviens pas, tu sais. Hey, écoute, là, attends, là, ça revient à combien? Hey, je peux même pas te dire. OK. Mais attends, Mike. Appelle les clients spécialisés. J'ai une question, justement, pour savoir pourquoi on n'en a pas. Est-ce qu'il est fortifié? Non, il n'est pas fortifié. On pourrait en avoir d'abord. Ben oui, Pourquoi mais on n'en a pas, Mike? hey, tu me l'as dit, vous ne vendez pas de produits liquoreux à la boîte à vin. Moi, je vous envoie la liste de prix à toutes les fois. Là. On vient de créer un monstre. Ah, puis on Ouais, s'en Oui, parle. Mike, on s'appelle? Ouais, ben ça va être l'année prochaine parce que Scoop, les seuls endroits où vous pouvez en trouver maintenant, c'est chez les détaillants parce que j'ai plus de stock. Wow! J'ai livré ma dernière caisse cette semaine. Il y en a un peu partout, là, tu sais, une cinquantaine de points de vente. Là. Très cool. Excuse-moi, je t'ai pas compris, Louis-Philippe. Ben nous, on est soldats de Mille-Bois, on n'a plus rien. Nous, ça On a sort, plus rien, ça plus rien. vend, ça sort. Là. Puis tu sais, on vend pas de bière, fait que les gars, à la fin du chiffre, Ils se pognent tous des Ah, des petites canettes de 1000 bois, ça passe. ah ouais. On regarde nos jeux d'affaires, what the fuck, et genre à 8h45, il y a 7000 bois de punchy. Il y a des canettes ouvertes sur le comptoir. très appréciés par le sport de la Ah boîte. ouais, c'est ça. Quand ils font leur clause, ils se pognent des petites canettes de 1000 bois. Hey, c'est très cool. Moi, tu vois, Michael, c'est le 31 décembre. Moi, je suis marié à une Française, alors c'est systématique. On prend du foie gras le 31 décembre. Ah oui, excellent, c'est excellent choix ça. Et je te jure que ça va faire partie de mon 31 décembre parce que vraiment, je pense que ça va aller super bien avec ce beau bloc de foie gras-là. Je ne sais pas si vous avez du foie gras, vous autres. Ouais, moi, oui, elle- j'en ai un petit peu, un Ouais. petit morceau parce que j'aime bien ça, puis c'est le moment de l'année. Ouais, LP Candide, vous faites ça, Ben, vous nous, allez on va faire ça. avoir du foie gras, mais nous, on va partager ça avec notre staff de la boîte à Ouais, vin. ça, on la bien porte évidemment. On va leur demain faire- à boîte à vin, puis que tout le monde se mette le nez dedans un peu. Parce que tout le monde Ouais. est fan de Mille-Bois depuis le début, fait qu'ils vont être bien contents qu'on leur apporte ça. C'était quoi la. On l'appelle la marque de pape, hein? Ouais. La Rogna. La Rogna. La Rogna. La Rogna, oui, ça aussi, ça, il va y avoir une prochaine cuvée qui s'en vient. Là. Hey, ça, là. Bon, on a très hâte parce que ça Ça, a c'est été. la bouteille de ma blonde. La Là, boîte à parce que- vin. Ah, très cool. Hey, Michael, LP Candide, merci tellement. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir jaser avec vous autres. On a des super de beaux produits chez Mille-Bois. Vous en avez à la boîte à vin. Il vous en reste-tu quelques-uns? Même pas les canettes ou quoi que ce soit? Ben, il nous reste une coupe de canettes, mais d'après moi, les gars vont en boire à soir. OK.
Fait que c'est le temps de faire Non, mais pour moi, il doit nous rester une vingtaine de canettes. Mais sinon, ben, je sais qu'il y en a chez Peluso. J'ai fait une pour Mike. Je l'ai pas La noté, semaine passée. Il y en a chez Peluso, allez voir. Si vous allez sur notre site web, là, on a notre liste de points de vente qui est un peu plus qu'exhaustive, dans le sens que justement, ça se peut que vous vous rendez sur place et qu'il y ait des produits qui manquent, là, mais en gros, pas mal tout est là. Ouais, ça appeler ou aller vous acheter d'autres choses en même temps, de la bière. Ouais, exactement. Hey, gang, merci tellement. Merci beaucoup. Des super de bons produits. On se reparle. Michael, on va se reparler sûrement bientôt, en début d'année. Tu vas avoir des nouveaux produits qui vont arriver. Oui, des nouveaux produits qui s'en viennent. On a hâte, mais comme. En particulier. On a vraiment hâte. Puis je suis convaincu de toute façon que LP et Candide aussi sont comme. On veut des produits. On a hâte, tout à fait. Mike, en fait, c'est un de nos vignerons ou producteurs chouchou. Donc, on est au courant de ses projets. Moi, je suis au courant de mes projets. Puis, comme ça. On a eu un petit coup de cœur. C'est le temps d'une terrasse. Avant la pandémie. Avant la pandémie, ouais. C'est un réel plaisir de travailler avec toi depuis ce temps-là. Le plaisir, moi aussi. Je suis vraiment content de vous avoir croisé sur mon chemin. Je pense qu'on va travailler ensemble pendant plusieurs années. Ça a bien à donner, puis on a du réel plaisir. Donc, hey, Carl, merci pour tout. Yes, merci à vous autres. Ouais, merci à vous autres. On se revoit de l'autre bord. On se revoit. Hey, merci, salut, bye. Hey, merci. Salut.